Cette année, on a lancé Frisbee et le pitch est aussi simple que redoutable. Avec Frisbee, vous avez accès très facilement tous les mois à au moins 10 micro-influenceurs qui vont pouvoir mettre en avant votre marque dans un post sur LinkedIn. Et le process est le suivant. On a d'abord besoin de savoir quelle offre vous allez pouvoir mettre à disposition des créateurs. Par exemple, 6 mois gratuits, 12 mois gratuits, 1 an et demi gratuit, 2 ans gratuits. Plus l'offre sera belle, plus vous avez de chances d'attirer les meilleurs créateurs et créatrices. En numéro 2, quelle offre vous allez mettre à disposition des audiences de ces créateurs. Par exemple, un free trial de 15 jours, de 30 jours ou même de 2 mois. Encore une fois, plus l'offre est belle, plus vous augmentez vos chances de conversion. Et enfin, il vous suffira juste de nous mettre à disposition un lien UTM pour traquer les résultats de l'OP et un Media Kit avec vos éléments de langage, vos images, vos vidéos, vos gifs pour illustrer les posts des créateurs. Et ensuite, de notre côté, en un, on va recruter déjà 10 micro-influenceurs pour vous et on va coordonner tout le processus de A à Z. Ensuite, on va pouvoir centraliser tous les résultats, les liens de chaque post et leur reach affilié. Et dès la fin de l'opération, nous pourrons vous envoyer toutes les datas reliées à votre campagne. Le nombre de clics, le nombre de vues et le taux d'engagement. C'est simple, non? En matière de résultats attendus, je peux te donner un exemple très simple d'une campagne qu'on a menée pour Notion le mois dernier. Notion nous avait demandé un pack de 15 micro-influenceurs. Nous avons donc recruté 15 micro-influenceurs qui ont fait 15 posts sur leur compte LinkedIn. Résultat, plus de 115 000 vues en cumulé et pour un prix de seulement 1 000 €. Ce qui fait environ 50 € par post et moins de 10 € les 1000 vues. C'est tout bonnement imbattable. Et si vous voulez tester, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Et à très vite sur Frisbee. Et c'est bon, ça rec. Du coup, on vient juste de se rencontrer avec Bart, donc on a quand même pris 2-3 minutes histoire de se raconter 2-3 banalités, histoire de pas commencer tambour battant comme ça. En plus, moi, je voulais directement te parler en intro, tu vois, même avant que tu te présentes ou quoi. Je viens de voir sur LinkedIn que tu as fait partie de ceux qui ont porté la flamme olympique. Pas très étonnant vu ton métier, ton média et tout, tu vas nous en parler après, mais du coup, juste, parce que moi j'ai un seul pote tu vois, qui l'a fait, et genre on était tellement fiers de lui qu'après Zidane, c'était lui qui avait le plus de respect dans le groupe. Qu'est-ce que ça fait de porter la flamme olympique? Ça doit être un truc incroyable, non? Ouais, c'est un moment un peu hors du temps. Bah pour moi, comme tu l'as dit, c'était une grosse symbolique avec mon activité dans le sport, tu vois. Donc c'était un peu une petite reconnaissance, tu vois, après les 5 années de taf que j'ai pu faire avec Extraterrien. Et écoute, c'est méga bizarre parce que on te jette en plus dans la foule 30 minutes avant avec la torche qui est pas encore allumée, tu vois. Et là, Ouais. les gens, ils viennent te voir, ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils ont le droit de la toucher? Est-ce qu'ils ont le droit de la prendre? Est-ce qu'ils ont le droit de te prendre en photo? Ils savent pas trop. Et puis en fait, c'est un moment où on est ambassadeur de la flamme olympique, donc tout le monde a le droit de la toucher, tout le monde a le droit de la prendre en photo. Je crois que j'ai jamais pris autant de photos de ma vie en l'espace d'une demi-heure. Je pense que on a passé les 3 chiffres à l'aise. Et après, c'est un truc de fou, quoi, parce que comme tu l'as dit, les gens te t'estimes beaucoup, tu vois, ça dure 200 mètres, c'est hyper rapide, mais t'as les caméras, t'as les motos de police, il y a la caravane avant avec de la musique qui chauffe le public à fond, donc t'arrives au milieu d'une foule, t'as l'impression d'être sur le Tour de France. Et puis dans le petit bus, tu vois, on a un petit bus avec plein de porteurs. Plein de porteurs de flammes en fait. Juste après que t'as porté la flamme, il y a un bus qui vient de prendre et on est tous dedans. Donc on Ouais. était une quarantaine et tu suis le cortège et tu vois le monde qu'il y a. Les gens courent derrière la flamme. Tu vois un peu comme ils couraient derrière le bus de 98. Donc c'était une grosse émotion. C'était un gros kiff. Franchement, je touche du bois et je suis tellement reconnaissant pour ça. C'était un grand moment. Ouais. Franchement, difficile de Ah redescendre un mais peu tu après ça. m'étonnes, hein, mais ça devait être incroyable. Et moi j'avais une petite question. Est-ce que l'équipement qui vous file, est-ce que vous avez le droit de le garder? Ouais, bien sûr, tu gardes tout et petite déception quand même cette année, c'est que avant les porteurs de flammes gardaient leurs torches, tu vois. Et là, pour Ah des ouais. soucis, tu vois, d'écologie, budget, responsabilité et tout, on est 10 000 porteurs de flammes et ils en ont produit, je crois, 2000 et ils les gardent et ils vont les recycler et tout, parce que c'est vrai que tu sais, c'est un truc avec une Ouais. pastille de gaz à l'intérieur, c'est beaucoup je sais plus, je crois que c'est en aluminium, donc ils veulent tout recycler. Donc cette année, on n'est pas C'est reparti avec la logique. torche. C'est quand même un gros bibelot que tu mets dans ton salon. Mais on Oh, mais garde la tenue, on incroyable. garde Ça, mais tout. à vie, c'est le truc le plus précieux que t'as dans au-dessus de ta cheminée, quoi. Bah ouais, ouais, clairement. J'ai cru qu'on allait la garder. Et puis finalement, non, on a un petit cadeau qui est le cœur de la torche. Alors c'est un petit bout de métal, mais c'est beau, c'est dans un beau cadeau et avec un petit mot de Tony Estanguet en plus. Donc il y a quand même un petit bibelot qui va rester dans le salon.
Ouais, parce que tu vois, moi pareil, je suis assez fétichiste, hein, tu vois, genre une sorte de musée chez moi. J'aime bien, tu sais, Ouais, garder. Tu vois, j'avoue que tu vois, moi, je suis pas le mec qui a le réflexe, tu sais, genre de prendre plein de photos, tu sais, et tout. C'est pour ça que je suis ouais, nul sur Instagram, sur ce genre de réseau ou quoi. Mais par contre, j'adore sur les événements qui sont assez importants. J'aime bien rapporter quelque chose, tu vois, rapporter ouais. un souvenir. Je suis hyper fétichiste de ça. Donc, c'est pour ça que moi, la première question que j'ai demandé à mon pote, c'était est-ce que tu as le droit de garder l'équipement, au moins le futal et l'espèce de t-shirt manchon là que vous aviez, quoi. Ouais, 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 on garde tout et mais je suis un peu comme toi. Alors moi, je prends plus de photos, donc je m'étais fait un tableau de fierté avec toutes mes photos de des grands événements, des grands moments, tu vois, avec les équipes, les réussites, les belles rencontres et tout. Et et là cette année, je me suis dit pour le studio, comme on fait des podcasts et on invite les athlètes dans nos studios, on leur demande de ramener un petit gris-gris, un petit outil, tu vois. Et on en a quelques-uns qui commencent à garder, enfin à nous ramener des jolies choses. Là, on a eu un volant de karting pour un pilote de Formule 2 qui nous a ramené Trop bien. un volant de karting de quand il était jeune et tout. Et on a, ouais, on commence à avoir quelques petits gris-gris aussi. Moi, c'est ma passion pour les objets. Donc je te comprends à 200%. Bah écoute, tu vois, on va avoir un petit côté Inaritu, on va tout mettre dans le désordre dans ce podcast. Limite, je vais pas encore te demander de te présenter, on va même pas encore parler de extraterrien. Mais du coup, là, tu me parlais d'un studio de podcast, c'est-à-dire que toi, tu as créé ton propre studio et il est où? Il est basé à Saint-Ouen, à la porte de Paris, et tu vois, j'ai eu une belle opportunité d'avoir des locaux dans un énorme open space. Il y avait une salle de dispo très sombre, pas très attrayante, et je leur ai dit par contre, elle a un énorme avantage, elle est hyper bien insonorisée, elle est sombre, donc il y a de quoi faire un studio, et du coup le deal c'était que effectivement je l'ai gratuitement et je puisse faire participer les autres participants de l'open space, tu vois. Donc ouais, là on a pu installer le décor, caméra, lumière et tout, donc c'est un projet qui a mis un peu de temps. Je manquais de cash, tu vois, pour acheter du très bon matos et de la déco. Mais maintenant, là, il est finalisé. On commence, tu vois, à faire aussi des podcasts en marque blanche. Donc c'est un petit asset en plus, tu vois, qu'on valorise dans les deals qu'on peut signer parce qu'il y a un endroit pour venir tourner dans d'excellentes conditions. Ah bah écoute, en plus c'est marrant que tu me parles de ça, parce que du coup, bah, tu vois, moi là, je suis pareil dans un lieu là qu'on vient d'acheter avec deux de mes associés, donc c'est à Rutiac, à Bordeaux, vraiment dans le centre-ville, à côté de Gambetta pour ceux qui connaissent. Donc tu vois, grand Mm. hôtel particulier, 1000 mètres carrés, on y met tous nos salariés, plus une partie coworking qui va se remplir dès la rentrée. Et là, du coup, tu vois, la dernière pièce maîtresse, c'était l'ancien pool house, tu vois, qu'on a complètement jarté, on l'a mis une petite cabane à côté pour mettre tous l'appareil de la piscine ou quoi. Et ça, on en fait du coup un studio de podcast. Et tu vois, là, justement, tout à l'heure, on était en train de faire la petite liste tous ensemble de ce qu'il nous fallait. Donc, tu vois, pareil, parce que les mecs, du coup, ils ont tout peint en blanc. Et on se rend compte que du coup, bah, c'était une connerie. Il va falloir repeindre dans des couleurs plus sombres, mettre des rideaux, tout insonorisé ou quoi. Bon. Je te le demanderai peut-être du coup en off, si maintenant tu as ta petite checklist pour faire le Avec studio plaisir. parfait, mais tu vois, nous on est pareil, on est en plein dedans là. Vas-y, bah, avec grand plaisir, tu peux m'envoyer ça. Je sais qu'il y avait aussi ouais, Christopher Siminelli, justement, de d'Orso Media, là, qui a fait, lui, tout un playbook du studio, et ils ont du gros niveau. Nous, on a un peu plus bidouillé, mais ça marche bien quand même. Ouais, j'ai déjà tourné deux fois chez Orso, ça qu'il est sympa leur studio. Ouais, On peut franchement, pas c'est le quali, relever. c'est quali. Ouais, Du coup, on va remettre les choses un petit peu dans l'ordre, Bart. Je vais te ouais. demander, si Vas-y. tu veux bien, de te présenter pour celles et ceux qui, peut-être, ne te connaissent pas encore, parce que c'est vrai que je pense que tout le monde, s'ils n'ont pas encore écouté, ont entendu parler du podcast Extraterrien, parce que tu es l'un des top podcasts. Je pense que tu rentreras un petit peu dans le détail après dans les chiffres, mais déjà, toi, est-ce que tu peux te présenter et nous dire comment t'en es devenu, comment t'en es arrivé à devenir créateur de contenu et même à en vivre maintenant, même à devenir entrepreneur dans la créateur économie. Bah écoute, c'est allé Bart 34 ans, papa de deux petits garçons, très amoureux, j'ai beaucoup de chance, j'ai entrepris très tôt dans ma vie et j'ai toujours eu pas mal de chance, tu vois, et moi mon combat c'est d'être généreux, et j'ai toujours apprécié la création de contenu, tu vois. Et alors comment est-ce que l'histoire elle est arrivée? C'est assez simple. Lors de ma précédente boîte, ça s'est pas très bien terminé pour moi. La boîte, avait levé des fonds, elle était bien valorisée et mes deux associés m'ont demandé de partir, tu vois, pour voilà, je pense une vision qu'on partageait plus. Et tu vois, j'ai eu pas mal de gros moments de down. Et à un moment, tu vois, j'ai fait du coup un peu les tests de personnalité, tu vois, pour rebondir, ikigai, tout ça. Et à un moment, il y a un truc qui revenait, enfin, il y a deux choses qui revenaient beaucoup dans mon parcours, c'était création de contenu et sport.
Sport pourquoi? C'est parce que j'ai fait aussi sport études tennis quand j'étais jeune. Et ça m'a trotté un peu dans la tête et tout. Et un jour, je pars courir, tu vois, après, durant ce moment de down et tout, je vais faire mon premier footing, tu vois, je pense après 2-3 semaines à m'être mis des caisses avec les potes et à avoir pas fait grand chose, à être resté au fond du lit, si avoir téléphoné à l'avocat quand même pour négocier la sortie. Mais tu vois, je faisais pas grand chose de plus et je me suis dit, allez, faut que j'aille recourir et tout. Et je me mets un podcast de Mathieu Stéphanie que je connaissais à l'époque, qui avait été mon prof à l'ESCP. Et à ce moment-là, je me dis, Ok. j'ai pas du tout envie d'écouter du business. Là, je suis plus du tout dedans. Là, j'ai envie d'autre chose, quoi. Et je me dis, tiens, ça pourrait être marrant. Tiens, un podcast de sport. J'écoutais un peu Tim Ferriss. De temps en temps, il y avait des grands athlètes. Je regarde un peu Mathieu. Je vois qu'il avait fait 1 ou 2 athlètes. Je cherche un peu et je vois qu'il n'y a pas grand chose, il y en a aucun qui était spécialisé là-dedans. Et ni une ni deux, je me suis dit, vas-y, je pense qu'il y a un play à jouer, je suis passionné de sport, je me suis dit, au moins j'achète un micro, je fais une interview et je me dis ce que j'en pense. Et je fais ma première interview avec un mec géant qui s'appelle Arthur Guérin-Boéry, qui a plusieurs records d'apnée et d'apnée sous glace. Tu vois, c'est un zinzin qui part en Suède, qui creuse 1 mètre de glace pour aller dans un lac et nager dans une eau à 2 degrés, et le mec il va faire 150 mètres en apnée sous la glace, quoi. Enfin bref, un level, un level assez haut. Et je sors de là, tu vois, après 2 heures avec lui, je me suis dit, ah, franchement, je me suis régalé. J'ai beaucoup de chance parce que justement, je postais déjà un petit peu de contenu sur LinkedIn, plutôt côté entrepreneur, et du coup, j'avais pitché un peu le projet. J'avais trouvé le bon nom, tu vois, je pense aussi extraterrien, c'est un nom que les gens retenaient. Ça en dit beaucoup, mais ça en dit pas assez non plus, tu vois. Enfin, c'était bien équilibré. Et puis dès le premier épisode, on a eu beaucoup de chance, il y a eu beaucoup d'écoute, et c'est comme ça que l'histoire elle a démarré. Alors après, pendant 2 ans, enfin pendant plus de 3 ans, c'était en side à côté. J'ai fait des petites missions de conseil pour des entrepreneurs. J'ai travaillé dans un incubateur de start-up. J'ai dirigé un incubateur de start-up, donc je faisais ça à côté. C'était le deal aussi que je puisse me libérer une petite demi-journée par semaine pour pouvoir le faire. Et il y a 2 ans, tu vois, avec la petite fête de quartier qu'on organise cet été à Paris, je me suis dit, bon, il me reste 2 ans et c'est maintenant qu'il faut que je joue ma carte et que je sois au top dans 2 ans pour Paris 2024. Et du coup, j'ai tout lâché, j'ai claqué l'ADEME, et puis j'ai recruté une petite équipe. Alors c'était que des freelances, tu vois, à l'époque. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Et c'est vraiment, bah, tu sais, c'est comme tout, hein. Après, c'est quand tu te mets à fond sur un projet que ça redécolle vraiment. Et tu vois, et mine de rien, moi, quand je me suis lancé à plein temps, j'avais déjà 150 épisodes, tu vois, que je faisais comme là, un peu à distance, tu vois, un peu de la bidouille avec quelques outils IA pour automatiser un peu le tout. Un petit post Instagram histoire de dire et puis voilà, c'était juste le bouche à oreille pendant 3 ans. Et les 2 années qu'on suivit, c'était promotion intensive, tu vois, de la vidéo, du personal branding, de l'intervention sur des confs et tout. Et donc ça me donne des super opportunités comme te rencontrer, tu vois, je te suis depuis un bail sur les réseaux, je kiffe ton énergie, je kiffe ton entrain, ta transparence, donc tu vois, ça m'a ouvert plein de portes, donc zéro regret. Non, mais écoute, trop trop cool. Mais c'est vrai que là, peut-être la première morale de l'histoire, c'est quand même, bah, on en parle toujours, c'est un peu cette histoire de résilience. Tu vois, tu dis, une fois que tu dis, vas-y, je vais quand même m'y mettre sérieusement, bah, tu vois, tu minimises quand même le fait que tu avais déjà fait 150 épisodes, et je pense il faut qu'ils se rendent compte ce que c'est de poster 150 contenus, d'être ultra régulier. Tu vois, mais moi, j'ai l'impression que ça fait 1 an que j'ai lancé le podcast, et franchement, j'ai l'impression d'avoir carburé de ouf. Et là, Ouais. tu vois, tu dois être peut-être je sais pas, le 70e que je tourne. Et pourtant, tu vois, donc c'est là que j'en suis qu'à la moitié de 150. Et je me dis que là, pour arriver à 150, il va falloir refaire la même chose. Et c'est juste énorme. J'ai plus tellement la stat, mais je crois qu'en fait, tout le monde veut lancer un podcast. Et je crois que, je sais pas, mais c'est genre seulement 1% des podcasts dépassent le 30e épisode ou le 20e épisode, un truc comme ça. Enfin, je sais pas si tu la connais, mais donc ça montre bien que c'est quand même hyper difficile de continuer. Et d'ailleurs, même quand même malgré beaucoup de résilience, c'est pas, enfin, je veux dire, t'es pas arrivé, tu vois, même moi qui en lance 2 par semaine, et franchement, je suis hyper content du line-up que j'ai. Moi, tu regardes les vues que je fais aujourd'hui sur YouTube, j'ai 2500 abonnés, et je sais pas, j'ai dû faire 300-400 000 vues en 1 an. Alors, 300-400 000, c'est un beau chiffre comme ça, mais c'est short compris, c'est tout ça, c'est pas énorme, tu vois, encore une fois, à côté d'un Mathieu Stéphanie qui fait 1 million tous les mois, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que c'est chaud, ça prend du temps, c'est vraiment de la résilience, faut rentrer dans la tête des gens.
Je pense aussi, tu vois, par rapport à toi, t'arrives un peu tard. Et moi, j'ai eu cette chance, tu vois, d'arriver tôt et dans une espèce de vague de créateurs, justement, beaucoup inspirés par Mathieu, mais aussi d'autres, tu vois, je pense à une Clémentine Gallet de Bliss, aussi une Pauline Legnaud, tu vois, qui ont été des gros créateurs qui ont fait un gros volume. Et c'est, ouais, comme tu l'as dit, c'est la clé. Alors, la stat d'Apple, je l'ai, c'est que t'as 10% des podcasts qui restent après 8 épisodes et t'as 1% des podcasts qui restent après 22 épisodes. Donc tu vois, Ouais, c'est c'est ça la stat, la c'est barrière à ouf. l'entrée, elle est très facile parce que voilà, il suffit d'un micro, un Riverside et puis boum, c'est parti, tu peux lancer quelque chose. Et le vrai Là, vous le secret, c'est voyez, dans la la continuité, Riverside, quoi. je crois qu'on a le même micro, là, c'est quoi, c'est le Blue Yeti, un truc comme ça coûte Ouais, 100 balles ou 150 balles, et c'est ouais, suffisant, quoi. ouais, exactement. Et après, tu l'as dit pour YouTube, là, c'est un autre game. Tu vois, franchement, même nous, on charbonne de ouf. On a quelques épisodes qui commencent à prendre, mais c'est beaucoup de taf. Tu vois, sur les vignettes, les titres, essayer de craquer un peu le truc, craquer les sujets. Et en plus, tu te prends des claques. Tu vois, à un moment, tu fais 2 vidéos qui vont percer, qui vont faire, je sais pas, quelques dizaines de milliers de vues. Tu vas te dire, c'est bon, là, je commence, j'ai capté le truc, ça va partir. Puis tu ressors une la semaine d'après, et boum, tu te fais un gros flop, un gros bid où tu fais même pas 1000 vues sur une semaine, et tu dis, bon, allez, on repart au charbon. Donc, ça joue pas mal avec l'ascenseur émotionnel. Je pense que YouTube, c'est un vrai game à part, quoi. C'est un vrai game à part. Et maintenant, pour te dire, nous, on essaye. C'est en train de devenir notre plus gros focus, tu vois, au-delà des écoutes, sur les plateformes de podcast, parce qu'on est bien installé. On se dit que pour aller chercher de la nouvelle audience, ce qu'il faut, c'est vraiment de la vidéo, c'est vraiment du YouTube. Et là, on essaye de plus en plus de penser nos épisodes pour YouTube. C'est-à-dire que dès le début, avant même qu'on fasse une interview, on a déjà en tête quelques idées de vignettes qui pourraient bien marcher. On a déjà en tête les passages short un peu cool qu'on va republier. On se dit tout de suite, tiens, ok, quel type de punchline on pourrait mettre dans les intros. On a même écrit l'intro avant même de faire les interviews. Et donc, et ça commence à marcher. Ça commence à marcher pour nous, mais c'est lent, c'est douloureux parfois, ça met du temps, mais ça va finir par le faire. Ça va finir par payer, c'est sûr. Du coup, si je refais un petit peu la chronologie, donc du coup, tu es sur la fin d'une aventure, donc en fait, on l'a compris, vraie histoire d'entrepreneur qui se finit pas hyper bien, t'es pas au top de ta forme, tu te lances dans ce projet, donc qui est plus un projet perso, hein, parce que je pense que personne ne lance un podcast en se disant je vais faire fortune avec et encore moins, enfin encore moins je vais faire fortune avec, mais même déjà pas je vais en vivre. À quel moment toi tu te dis vraiment là peut-être il se passe un truc, je vais vraiment faire que ça. Est-ce que c'est le moment où là tu dis tu claques ta dème et genre 2 ans avant les JO, c'est ça en fait le premier milestone ou il Ouais, y en a eu exactement, avant? c'est ça, ouais. En gros, j'ai commencé à monétiser, moi, au bout de 1 an et demi, tu vois. J'ai commencé à avoir des premières touches avec une super régie qui s'appelait Acast. Ça tournait pas mal. Et tu vois, ça générait, je crois, la toute première année où on monétise, je crois on fait 10 000 € ensemble. La deuxième, on fait 20 000, 25 000, quelque chose comme ça. Et donc, je me dis, bon, là, il y a une régie. Moi, je prospecte pas. Si je me mets à prospecter aussi, tu vois, je pense que je peux aller chercher le double de ce qu'ils font. Je me dis, bon, ça fait 60 000 € de revenus. Allez, ouais, tu vois, je me dis, même si je reste tout seul, ça reste pas dégueu, tu vois. Ça permet Ah au mais moins de de tenter ouf. le truc pendant 2 ans, quoi, tu vois. Bon, j'avais un peu d'argent de côté aussi, tu vois, en backup. Mais le milestone, c'est ça, tu vois, c'était de me dire, il n'y avait pas forcément un nombre d'écoutes, parce que ça fluctuait pas mal. On faisait des très très bons mois à plus de 50 000, 70 000, et on faisait des mois légers entre 20 et 30 000. Mais on commençait à monétiser bien, tu vois, et c'est ça qui m'a encouragé. Et, euh, et je me suis dit, c'est quoi la pire chose qui me va arriver en vrai? Tu vois, c'est quoi la pire chose qui peut t'arriver? Tu fais 1 an, tu tentes ton projet, tu fais 3 cacahuètes. Je me suis dit au pire, j'aurais développé ma marque personnelle, j'aurais développé ma crédibilité de ouf et j'aurais fait un max d'opportunités, j'aurais rencontré un max de gens. Et moi, ma finalité, si tu veux, quand j'ai commencé le podcast, c'était en me disant, je vais bosser dans le sport. J'ai zéro crédibilité, je connais personne. On m'a tout de suite dit qu'il fallait du réseau parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent bosser dans le sport. Tu vois, forcément c'est fancy, forcément t'entends les gros chiffres du Paris Saint-Germain, ça te fait rêver. Mais et donc ça attire beaucoup de gens, tu vois, beaucoup de gens qui veulent ouais vraiment découvrir cet univers-là. Mais à la fin il en reste très 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 peu. C'est un monde très très sélectif. Et je me suis dit bah pour craquer le game, ça sera la meilleure solution. Donc au moment où je me lance, tu vois, je me dis au pire
ok, certes, j'aurais un échec économique, un échec de view, mais j'aurais tellement rencontré de personnes, serré des pinces, et je me serais tellement créé des opportunités et fait un nom que derrière, c'est sûr, il y a quelque chose d'autre qui va retomber, tu vois. Donc, j'étais vraiment optimist mindset, tu vois. Là, là, je suis dans un autre mindset, tu vois, plus, ok, bah maintenant, gestion d'une petite boîte, avec des salaires à payer, et des fois le stress, tu vois, quand tes clients ont 9 mois de retard sur les factures. Mais, donc j'ai pas du tout les mêmes enjeux qu'avant, mais tu vois, au moment où je me lance, franchement, j'ai rien à perdre, j'ai la dalle, et j'ai un sprint de 2 ans pour réussir. Ah mais écoute, mille fois ok avec ça, parce que tu vois, pareil, quand moi je lance le podcast en septembre dernier, alors j'ai eu du bol, comme je venais de LinkedIn, que j'avais déjà la newsletter, déjà une audience, une marque Ouais. personnelle, etc. J'ai pu en fait trouver des sponsors tout de suite. Donc au moins j'ai eu du bol là-dessus, c'est que j'ai pu tout de suite faire des trucs en studio, assez quali, et sans perdre d'argent. Je pense que si tu fais les comptes là sur l'année, j'ai dû gagner un peu d'argent, mais bon, versus tout le temps et l'énergie que ça m'a pris, je veux dire, c'est pas ça qui me fait gagner ma vie. Mais par contre, quand je regarde dans le rétro, je dis, ok, le Hugo d'il y a un an, il n'avait pas rencontré ces 70 mecs et nanas qui sont 1000 fois plus forts que lui sur bien des égards, quoi. Donc, Hmm. rien que déjà, en fait, pour ça, pour se faire un réseau de maboules, je pense que le podcast, y a que ça de vrai. Et puis, tu vois, il y a ce fameux effet de halo. Moi, demain, je fais un podcast avec Mathieu Stéphanie, avec Bart de Extraterrien, avec Pauline Legnaud, avec tous ces gens-là. Et ben, les gens, ils vont dire, ah ok, Hugo, c'est un vrai podcasteur, puisqu'il traîne avec des podcasteurs. Tu vois, donc Hmm. déjà, ou alors Hugo, il est avec des putains d'entrepreneurs, donc c'est un putain d'entrepreneur. Peut-être que c'est pas le cas, peut-être que je suis un tocard, on sait pas. Mais en fait, le fait de pouvoir être exposé avec tes invités, c'est à ça que ça sert en termes, si on parle vraiment de ta marque personnelle et de l'image perçue que ça peut te donner, quoi. Ouais, exactement. Bah, tu l'as très bien résumé. Je pense que c'est un vrai cheat code pour le réseau, pour les rencontres et pour la perception que les autres ont de toi. Et c'est marrant pour la petite histoire, tu vois. Moi, j'interviewe des athlètes de haut niveau et des fois, je rencontre des marques et les mecs, ils me demandent mon temps au marathon, mon temps sur 10 kilomètres ou des perfs, tu vois, sportives. Et tu sais, ils sont un peu déçus, tu vois. Et ils pensent que parce que j'interviewe des champions, je vais soulever 200 kilos au développé couché ou courir le marathon en Ah, mais deux ça, heures et c'est demie, l'effet tu de vois. halo, c'est ouf, hein. C'est un truc de dingue, tu vois. Et ouais. Bon, après sur le business, je pense que c'est encore plus fort. Et tu vois, moi c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu vois j'accepte une interview comme la tienne, parce que je me dis, je suis pas du tout souvent interviewé, tu vois, sur des podcasts business. Il y en a eu quelques-uns peut-être l'année dernière, mais je suis pas dans cette sphère-là. Et du coup, ça me fait du bien, tu vois, des fois d'en parler, de pouvoir connecter aussi et profiter aussi de ta notoriété, tu vois. Non mais écoute, Je- on est comme ça de toute façon, chacun profite de tout le monde et comme ça tout le monde est gagnant. Moi du coup Mhm. ce qui m'intéresse aussi c'est de savoir comment si on parle du coup du point de vue business de la création de contenu. Donc toi en fait tout de suite tu montes le podcast extraterrien. Donc comme on le disait tout à l'heure, très belle brand, très belle régularité, t'es multisport, c'est-à-dire que toi, il y a autant des escrimeurs que des gens qui font de l'aviron, des gens qui soulèvent des poids, qui font des marathons, qui font des ultra trails, qui font de l'apnée. Vraiment, toi, tu reçois tout le monde dès lors qu'il y a performance sportive et histoire de sportifs de haut niveau. Donc, du coup, tu ratisses large. Et ça que là, en fait, ce qui est intéressant, c'est là qu'on voit aussi que tu es un véritable entrepreneur, c'est que tu es en train de courir. Tu veux quelque chose qui est, en fait, ça semble basique pour tout le monde. Si t'aimes le sport, bah ouais, on va écouter un podcast de sport. Mais t'as raison. Moi, par le Mhm. tien, je saurais pas trop en citer d'autres. Je peux te citer un podcast de padel, je peux te citer un podcast de foot, mais podcast multisport, il y en a sûrement. Mais moi, j'avoue que j'en connais pas. Donc, tu vois un problème, tu vois un play à jouer. Du coup, tu essayes de remplir ce trou et de résoudre ce problème. À quel moment tu commences du coup à monétiser? C'est quoi la première marque qui te fait confiance? Et ça, c'est quoi? C'est un sponsor avec de base avec je sais pas un petit pré-roll en début de vidéo, en début d'épisode. Comment ça se passe au début? Bah, je vais te faire les deux contrats, tu vois, que j'ai eu, qui étaient à peu près au même moment. J'en ai eu un par la régie, que j'ai chopé par moi-même. Euh, le tout premier que je fais, c'est par ma régie, et tu vois, je crois que c'est le podcast de Crédit Agricole qui se lance, qui parle de sport. Et
ils ont du mal à le faire décoller, et du coup ils achètent de la médiatisation. Et du coup ils se disent bon, où est-ce qu'on va aller chasser une audience de gens qui écoutent des podcasts de sport? Bah sur ceux qui sont déjà existants. Donc on prend le deal. Ça se passe plutôt bien, ils sont contents des résultats. À l'époque, ça se faisait pas trop, tu vois, d'acheter de la média de d'autres podcasts. Et du coup, depuis, j'en ai eu d'autres, tu vois. Depuis, j'ai fait le podcast de Fitness Park, le podcast de Intersport. Désolé à mes autres partenaires si j'en oublie, mais voilà, j'ai fait pas mal de promotions d'autres podcasts et ça permettait un peu de mettre de l'eau dans le moulin, quoi. Et après, j'ai eu sur un modèle complètement différent, j'ai eu une marque de monde connecté qui s'appelle Sunto, et en gros, tu vois, la fille écoutait, la directrice marketing écoutait mon podcast, elle me dit écoute, j'adore, j'ai un super profil à te proposer. Je dis elle me demande est-ce que tu pourrais parler de montre dans l'épisode. Je dis bah écoute, ouais, mais dans ce cas-là on le monétise et on parle pendant 10 minutes, tu vois, de l'équipement un peu connecté de cet athlète. C'était un mec qui faisait de l'alpiniste, truc de ouf. Donc dans sa montre il y avait un GPS, un truc de secours et tout, enfin plein de trucs hyper importants, une carte parce que il se perdait des fois en très haute altitude et du coup enfin ça faisait parfaitement. Ouais, ça faisait sens vraiment pour la marque. Eux, ils étaient contents, ça les mettait bien en valeur. Il y avait un beau témoignage de leur athlète. Et là, j'ai compris que j'avais un autre game à jouer. C'était vraiment avec les sponsors des athlètes. Tu vois. Et tu vois, ça c'est. Clairement. Je sais pas comment ça peut être réplicable dans le business, tu vois, mais les athlètes, c'est des super ambassadeurs. Ils travaillent avec des marques depuis des années et des années. Ils peuvent très très bien en parler parce que tous les ans, ils rencontrent les équipes, puis ils en parlent avec leurs mots, leurs émotions. Puis ils ont d'autres histoires à te raconter, tu vois. Pas que le discours hyper brandé, un peu chiant, faut le dire. Et du coup, bah moi, je propose beaucoup aux marques depuis de faire intervenir leurs ambassadeurs chez moi en l'échange de promotion, tu vois. De leurs produits, de leur offre, en introduction, en conclusion, un peu en vidéo, sur LinkedIn et tout, etc. Avec comme cœur Ok, je l'interview comprends. et Après, l'athlète tu au vas centre. faire un package là-dessus. Ouais. Et comment tu fais pour déterminer les montants au début et maintenant? C'est-à-dire que est-ce que au fait dès le début, je sais pas, tu te mets sur des histoires de, tu sais, de coûts par mille en fonction du nombre d'écoutes, ou en fait directement on est sur une sorte de package brand content, hein, vraiment où on dit vas-y c'est X. Est-ce que je sais pas, il y a que du fixe, est-ce qu'il y a du variable? Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, c'est une bonne question qu'on me pose hyper souvent, tu vois. Le, la régie, tu vois, elle va forcément te faire le coût du CPM. Donc eux, ils ont un prix de marché. Quoi qu'il arrive, ils pourront pas te vendre plus cher parce qu'ils ont trop de concurrence. Et du coup, le marché de la publicité audio et même de la publicité vidéo, tu vois, il est standard. Il y a quelques niches où ça marche un peu mieux, tu vois, genre les finances perso, le business, ça marche très bien aussi. Mais sinon, t'as un prix standard, t'as un prix plancher, et là, la seule chose que tu peux faire, c'est augmenter ton nombre d'écoutes pour faire augmenter ton chiffre d'affaires. Quand tu fais du brand content, bah là, tu vois, tu peux rajouter plein de clauses. Tu peux rajouter des clauses où la marque, elle a le droit de réutiliser ton contenu, elle va le rediffuser. Tu peux, tu peux dire, est-ce que on parle de 5 minutes de la marque ou on en parle durant 15 minutes? Est-ce que je vous mentionne sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et du coup, là, tu fais un package avec un prix fixe forcément qui est cohérent, mais ce qui est intéressant, c'est que comme tu as un gros package, bah, tu peux ajouter tous tes chiffres. Si tu es très bon sur LinkedIn ou très bon en newsletter, bah, ça peut venir compléter ton épisode de podcast où tu vas faire, voilà, où tu vas voir, enfin, tu peux cumuler tes écoutes, tes vues, tes ouvertures d'email, et à la fin, bah, ça fait des chiffres intéressants, et en plus, ça se vend hyper bien parce que c'est du package 360 et tu multiplies les points de contact, et on le sait tous, hein, pour acheter un produit, on a besoin de je sais pas, et certains 17, d'autres 10, 12 points de contact avant de prendre ta décision. Bref, en tout cas, tu as besoin d'avoir beaucoup de contacts avec la marque, et souvent tu as besoin, certains sont plus visuels, d'autres aiment bien lire, d'autres aiment bien écouter, et du coup, bah, quand tu proposes un package, bah, grosso modo, tu joues sur un peu tous les fronts, et puis en plus, tu as différents contenus. Tu peux avoir des contenus, tu peux faire un post LinkedIn vachement promotionnel, un peu héroïste, mais tu peux faire aussi, voilà, ton interview qui est vachement beaucoup plus du brain content soft, tu vois, en mode storytelling, et du coup bah tu joues vraiment sur la pluralité de tes contenus et sur le fait que tu proposes vraiment une offre complète qui va se permettre de séduire un maximum de gens, quoi.
Du coup, là, pareil, là, ce qu'on peut garder, bah, même si on va tout garder, mais ce qu'on peut du coup ressortir de ce que tu viens de dire, c'est que du coup, c'est de l'importance quand même d'être multi-channel. Donc, c'est-à-dire de pas avoir par exemple, seulement un podcast, mais aussi d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un compte LinkedIn, d'avoir un compte Insta, d'avoir un compte TikTok, d'avoir une newsletter. Donc, c'est quand même d'avoir aussi plusieurs points de contact avec ton audience et ta ou tes communautés. Parce que du coup, c'est ça, d'un point de vue business, d'un point de vue sponsor, et bah, tu vois, si tu vends que le podcast, bah, tu le vendras moins cher que si tu vends un package où tu te dis, chaque épisode, je vais le distribuer sur ma newsletter où il y a 35 000 personnes, sur mon compte LinkedIn, je vais faire un teaser plus un post où je le distribue, il y a 45 000 abonnés, ça va faire X vues, je peux vous faire aussi X story, enfin bref, du coup ça c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Toi aujourd'hui, t'as tous tes contenus sont sponsorisés ou t'en as encore qui restent standards? Non, 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 on aimerait bien, tu vois, que tout soit sponsorisé. Après, je pense, ça ferait peut-être beaucoup pour l'audience, tu vois. Après, là où tu peux caler beaucoup de sponsoring, je pense, c'est sur la partie audio, tu vois, parce que l'audio c'est long. Moi, mes auditeurs, ils partent courir, ils écoutent un épisode pendant 1 heure et demie. S'il y a un pré-roll un peu long d'1 minute, ça les dérange pas. S'il y a un mid-roll d'1 minute à 45 minutes, ça va. Et si t'as un post-roll, ça va. Donc là-dessus, j'essaie vraiment de maximiser le taux de remplissage. Après, tu vois, post LinkedIn, sur les vidéos Insta, j'essaie, tu vois, d'avoir un ratio qui va être aux alentours de 25-30%. Je sais pas si c'est un bon ratio. Euh, mais moi, ça me semble cohérent, tu vois, et notamment, enfin, je pense que c'est important d'avoir des contenus que tu monétises pas pour avoir 100% de liberté de vraiment 100% de liberté d'écriture, de création, et sur lequel tu peux vraiment essayer de tester des trucs, te faire plaisir. Et il y a un deuxième problème à ça, c'est que quand tu commences à travailler avec des marques, si un épisode de podcast, ça te prend une journée de taf, quand tu veux pas monétiser, quand c'est monétisé, bah ça peut vite te prendre le double parce que tiens, t'as ton client qui va te dire ah oui mais au fait telle question je l'aime pas trop, est-ce que tu peux la supprimer? Tiens, ton post LinkedIn je peux le relire, tiens machin machin je peux le relire. Nous on a beaucoup de marques qui sont des grosses institutions avec des gros process, on peut pas faire n'importe quoi. Tu vois là on a Ouais. bossé avec Airbnb, tu vois, ils checkent plein de trucs et c'est normal en vrai, tu vois. Enfin, tu peux pas bosser avec ce genre de marque s'il y a pas une brain qui est hyper forte et si elle est pas contrôlée au niveau des créateurs de contenu. Et donc, t'as aussi ton temps qui se décuple, ton temps de boulot, si tu commences à travailler avec des marques. Donc là, nous, tu vois, sur Extraterra, on est vraiment en train de hyper processiser toute la partie sponsoring pour que ça soit hyper cadré et que tu vois dès qu'on a signé le devis, boum, on envoie tous les documents dont on a besoin, les contenus dont on a besoin, comment ça va se passer et que derrière le client en fait il suit son process et que derrière ça respecte 100% notre ligne édito, tu vois, que on ait une liberté de création qui soit la nôtre et que ça respecte vraiment notre charte et en même temps que eux ils aient vraiment leur passage où ils peuvent maîtriser, tu vois, très fortement le contenu, tu vois, et comme ça on essaie d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Ok, hyper, hyper clair. Et du coup, pour rentrer un petit peu plus dans les chiffres, alors surtout pour Ouais. l'instant en termes d'audience, aujourd'hui, un podcast comme Extraterrien, que ce soit sur la partie audio, sur la partie YouTube, sachant que je pense que c'est la partie audio qui marche le mieux, on est sur combien d'écoutes tous les mois en grosso modo? Peut-être que je dis des conneries, hein. Peut-être que c'est YouTube qui Ouais, marche mieux, hein. sur la partie audio, on est aux alentours de 100 000 écoutes par mois, tu vois. On a fait des mois Ouais, ce records qui est beaucoup quand même. aux alentours des 150 000. Après, tu vois, on a un énorme bas de catalogue, tu vois, ce qu'on appelle la longue traîne, tu vois. Et du coup, moi, sur un mois, les 4-5 épisodes qui vont sortir ce mois-ci, en fait, ils vont me générer en termes d'écoute que à peu près la moitié des écoutes qui sont générées. Et Ah tout le ouais, c'est reste, génial ça. c'est du bas de catalogue. Donc, tu vois, j'ai ce gros unfair advantage et tu le verras, je pense, dans ta création de contenu, tu vas passer des paliers. Il y a des moments, tu sais pas pourquoi. Ça va pas être des épisodes exceptionnels. Ou des fois, des épisodes qui marchent très bien. Et en fait, derrière, toute l'audience que tu vas ramener, elle va se ramener sur ton bas de catalogue. Et c'est des gens qui vont rester. Parce que une personne qui a écouté un épisode, elle peut partir. Mais une épisode qui écoute un épisode, qui aime bien, qu'on écoute un deuxième, après, souvent, elle a mis le petit doigt et tu vois, enfin, moi, je sais pas comment tu fonctionnes, mais pour ma part, moi je suis souvent comme ça. J'écoute un épisode, je me dis ok, le mec ou la nana, elle a fait du super bon boulot. J'ai envie d'écouter au moins 5-6 épisodes en plus, tu vois. Et donc euh, donc ça un peu pour les volumes d'écoute. Tu vois, nous sur la partie YouTube, j'ai
j'ai pas les volumes. Attends, je vais les regarder en même temps sur la partie longue, long format, mais short plus long format, on est à 300 000 par mois. Et je crois on est bien à plus de 220 000 sur les formats courts. Donc tu vois, les formats longs mettent du temps vraiment à décoller. Donc et puis les formats courts, c'est pour la découvrabilité, quoi. Ouais. Est-ce que tu as les stats de ça? Tu gagnes beaucoup d'abonnés grâce aux shorts, du coup? T'en gagnes moins. Par contre, tu fais beaucoup de vues et tu génères du repeat. Donc, et ça commence à se monétiser. Il y en a un peu. Tiens, je suis sur les analytics là en même temps. Mais là, tu vois, ouais, exactement. Bah, ce mois-ci, on fait 300 000 vues. Tac, tac. Combien on fait sur le short content? New viewers, tac, tac, tac. Grosso modo, après, on est sur du 2 tiers, 1 tiers, à peu près sur tous les chiffres. Tu vois, sur les new viewers, sur les nouveaux abonnés. Mais c'est quand même les formats longs qui te drive. Enfin, les nouveaux abonnés, c'est un peu l'exception. C'est vraiment ceux qui te drive le plus de nouveaux subscribers. Voilà. Ok, bah écoute, très clair. Et en termes de chiffres, je sais pas si c'est un truc que tu donnes public, mais est-ce que tu parles, est-ce que tu donnes ton chiffre d'affaires? Parce que toi, du coup, on est d'accord aujourd'hui, la boîte, c'est vraiment 100% média. T'es une vraie média-led compagnie, quoi. On a je sais pas si tu sais, mais on avait lancé des formations, que je fais toujours. Alors pour l'instant, c'est juridiquement sous la même casquette, mais en gros, j'ai 2 formations, une pour lancer son podcast avec succès, et la deuxième qui est comment monétiser vraiment son podcast avec toutes mes techniques, mes emails de démarchage, mais comment je target mes clients, pour quelles raisons, tu vois, et comment je négocie, à quel prix, tout. Donc tu vois, je t'en dis beaucoup, mais là c'est une formation avec quasiment plus de 10 heures de contenu vidéo, donc je me suis Ah ouais, dépouillé, lourd. je me suis mis à poil pour les gens. Donc tu vois, j'ai ces deux business models là, et grosso modo là sur les 12 derniers mois glissants, on est sur la partie média, on est à 180 000 euros de chiffre d'affaires. Je pense qu'on va Ouais, lourd. terminer l'année, tu vois, entre allez, ouais. Si on atteint les 250, je serais très content, tu vois, et je pense que c'est possible. On a plusieurs deals dans le pipe qui font que c'est possible. Et après, on a la partie formation. Et la partie formation, on a fait depuis le tout début, je crois qu'on a lancé en juin 2023. On est à 65 000 euros, tu vois, de CA. Ouais, c'est Donc incroyable. Ouais. c'est un beau complément, ouais, c'est cool. Et là, on lance depuis quelques semaines, on a lancé vraiment une activité de service où on fait à la fois des podcasts, de la création de contenu, de la vidéo. On fait même des sites internet, tu vois, avec des clients. Là-dessus, je vais pas partager mes chiffres parce franchement, on a ratissé large. On a fait des grands comptes, on a fait des tout petits comptes. Là, on a 5-6 projets en même temps, et ça se passe plutôt bien. Donc, on croise Ouais, les doigts, t'itères encore. et surtout, on a encore, on n'a pas délivré grand chose, tu vois. Et donc là, j'ai la pression pour que les équipes elles charbonnent bien. Donc, avec les 3 business, ça peut marcher. Mais tu vois, je vais te dire un truc honnêtement. La partie média, tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment, c'est le vaisseau amiral, tu vois. C'est ce qui fait avancer le paquebot, c'est ce qui vraiment rend le business qui est solide. Par contre, c'est le business qui est le plus lent, qui est le moins scalable, qui nous prend le plus de temps, et sur lequel on fait beaucoup de taf gratuit. Par contre, c'est un énorme avantage, c'est que quand j'appelle mes clients, tu vois, si j'appelle une marque de sport et je lui dis, je m'appelle Bart, je suis le fondateur d'Extraterrien, j'ai envie de bosser avec toi, même si la personne en face, elle a pas spécialement de besoin, ou elle est un peu sceptique, elle répond. Tu vois, et vraiment, elle décroche son téléphone, elle se dit ok, j'ai quand même envie de savoir ce que Bart il a à me dire. Et du coup, bah, c'est ça qui nous a un petit peu amené à l'offre de service, c'est que bah en grattant, souvent, on s'est rendu compte que les marques avaient aussi des gros budgets sur la production de contenu en marque blanche, comme tu l'imagines. Et, et du coup, ça On fait nous a pareil, poussé hein. à Tu sais, développer pour mettre du beurre dans les l'activité de épinards. service. Hein? Mais écoute, je comprends de ouf. Et là, on est d'accord qu'en plus, là, avec les JO en ce moment, alors je pense que tu fais une belle année, une très belle année en croissance parce que du coup, t'es en croissance. Mais je pense que les JO, ça t'a bien aidé ou pas tant que ça? Franchement, c'est compliqué, hein. Franchement, on a chopé quelques contrats. Ça va payer les salaires de cet été, mais pas tant que ça. En fait, pendant les Jeux, Ok. contrairement à ce qu'on pourrait penser, tu vois, les marques, ils bourrinent en termes de budget pour amener les athlètes, pour amener leurs partenaires, pour amener leurs collaborateurs aussi, tu vois. Et
ils estiment que la partie média, elle est tellement cadrée sur la partie communication que déjà, il n'y en a pas beaucoup qui osent faire du contenu. En fait, il y a que les partenaires premium qui ont le droit. Et du coup, ils vont plutôt miser sur des très très grosses campagnes que sur des petites campagnes avec des médias, tu vois, middle size, tu vois, ou même, tu vois, des micro-influenceurs. Moi, je me considère encore comme un micro-influenceur à côté je sais pas, des grands médias de sport. Donc, on crée beaucoup de contenu. On arrive à vendre des contrats sur la partie sponsor, mais sur la partie brand content, qui est vraiment pour nous importante, on n'a pas fait grand chose. Ok, non mais écoute, Mais hyper ça t'ouvre pas clair. une porte. Et aujourd'hui, c'est quoi les grands projets qui sont peut-être dans les tuyaux, sachant que ce podcast il sortira plutôt à la rentrée. Donc voilà, pour te dire ce que tu peux peut-être dire ou ne pas dire. Mais là, c'est quoi en fait un peu tes ambitions avec le média, avec la boîte? Et c'est quoi les grands projets, peut-être les nouveaux formats que tu vas sortir ou quoi? En tout cas, de ce que tu peux dire déjà. Euh, on va lancer pas mal de vidéos un peu soit face cam, soit sur lesquelles moi je n'apparais pas du tout. Aussi pour faire de la création de contenu sur laquelle il n'y a vraiment pas besoin de moi. On va aussi lancer un format face cam un peu storytelling sur raconter des belles histoires de sport, raconter des histoires de marque, raconter des petites techniques aussi un peu secrètes qu'utilisent les athlètes. Avant, j'avais très envie de le faire depuis un petit moment, mais si tu veux, avant j'avais pas la structure et j'avais pas le bon accompagnement. Là, tu vois, j'ai quelqu'un qui vient cet été bosser avec moi. Il va reprendre tous mes posts LinkedIn, il va les repackager pour faire des shorts. On est en train tu vois, de retravailler un peu les hooks, travailler un peu la conclusion des petites vidéos, de se donner des petites idées d'insert, boum, et là, moi j'aurais qu'une seule chose à faire, c'est mettre mes fesses sur les chaises du studio, j'ai un cadreur qui est là, direct, et le brief qui est au monteur qui est direct envoyé, et on va faire un tournage, je pense, de 40-50 vidéos d'un coup. Donc ça, on va vraiment le lancer sur la partie contenu. Comme je dis, on va beaucoup accélérer sur la production de contenu en marque blanche avec les partenaires sur lesquels on a avancé. Et déjà, c'est pas mal, hein. Franchement, si j'arrive à faire ça. Après, ouais, il y a sûrement une refonte de mon offre de formation sur la partie podcast. Parce que je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Là, aujourd'hui, j'ai fait zéro acquisition payante. Tu vois, si j'ai sponsorisé, c'est mentir. J'ai sponsorisé il y a quelques mois, j'ai sponsorisé quelques newsletters. Ça n'a pas du tout marché. Je pense que la niche était pas assez précise. Et là, du coup, je suis en train de recruter quelqu'un pour vraiment repackager l'offre de formation, faire un truc à étiquette, moins de monde, plus de marge, un truc où on délivre beaucoup plus de valeur aussi, et aussi avoir un système d'acquisition où j'ai pas besoin de poster, tu vois. LinkedIn, ça a été génial pour ça. Tu vois, j'ai des posts LinkedIn qui m'ont fait faire 10 000 euros d'un coup. J'ai halluciné, j'ai pété une canette. Je me suis dit waouh, putain, ça, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, ça marche quoi. Alors c'est ceux qui font le moins de likes et tout, mais il y en a qui font vraiment du chiffre. Mais ça dépendait trop de moi. Tu vois, j'étais obligé de poster, j'ai obligé de créer du contenu, et là j'ai envie de créer un système vraiment un funnel sur lequel j'interviens pas, et je peux avoir quelqu'un qui met de l'argent dans Facebook, qui met du ads, et derrière ça crache quoi. Bah, écoute, merci. En tout cas, c'est hyper clair. On va arriver vers la fin de ce court petit podcast Summer Vibes, on va dire. Euh, Est-ce qu'il y a peut-être une question ou un sujet dont tu aurais aimé qu'on parle et qu'on n'a pas évoqué pendant cet entretien? Bah, c'est à toi que je devrais poser la question, hein. Franchement, non, écoute, on aurait pu parler sport, mais je crois que c'est pas trop ta thématique. Toi, tu fais un peu de Ouais, paddle, ouais, non? et pourtant, j'aurais kiffé. Mais dans tous les cas, je pense que c'est qu'un premier épisode là, qu'on fait ensemble, et je pense qu'il y a moyen qu'on puisse recréer du contenu ensemble et tout, parce que tu vois, c'est un truc que j'ai jamais dit. Mais tu vois, par exemple, si demain, tout devait s'arrêter, on devait me dire, Hugo, qu'est-ce que tu rêverais de faire? Je rêverais de dire, bah, je veux faire que de la création de contenu. Même, tu vois, même pour moi, le business, c'est ma passion, mais la création de contenu, c'est devenu vraiment le number one. Et si en plus on devait me dire de quoi tu veux parler, mais que de vraiment, putain, je sais même plus parler, c'est la fin de la journée. Et ben, je voudrais faire pareil, que du sport, mais peut-être pas sur la même thématique que toi, parce que moi, contrairement à toi, moi, malheureusement, tous les sports ne m'intéressent pas. Mais tu vois, Ouais. moi, par exemple, moi, je rêverais genre de faire un podcast où on parle que de foot, de tennis, de basket, de rugby, tu vois, un peu de ces 5-6 sports phares que je maîtrise et que je connais bien et que j'apprécie et que je regarde. Mais genre, voilà, moi, si je pouvais recevoir que des sportifs, des entrepreneurs, des éducateurs, des gens qui sont dans le sport, parce que tu vois, moi, mon premier rêve, c'était d'être journaliste sportif.
je rêvais de me dire demain, j'écris toute la journée, je fais que de lire, de regarder du sport et d'écrire des articles dans l'équipe ou quoi. C'était mon rêve jusqu'à ce que le business m'attrape et me prenne dans sa toile et ne me laisse plus repartir. Mais tu vois, même des fois, quand on dit pourquoi tu bosses, pourquoi tu essayes de faire vraiment un truc gros et un vrai bel asset, je me dis, j'aimerais être un jour dérisqué, mais à vie, tu vois, financièrement, et me dire, là, je préfère vraiment ce que je veux. Et tu vois, tout comme par exemple, je suis là, désolé, normalement, on devrait parler de toi, mais là, Non, je me fais vas-y. plaisir, je Ça parle de m'intéresse moi grave. aussi. Tu vois, genre, des fois, on en parle avec mon associé de Kimono Olivier. Genre, on rêverait de dire, vas-y, on prend une année sabbatique. Et pendant un an, parce que tu vois, on est tous les deux fans de padel, et on dit pendant un an, même si on ne deviendra jamais pro, évidemment, parce on n'est pas assez bon pour ça, même si on n'est pas mauvais, et ben j'aimerais m'entraîner comme un pro pendant un an, tu vois. De dire, vas-y, j'ai les mêmes kinés qu'eux, j'ai les mêmes entraîneurs qu'eux, je m'entraîne matin, le soir, je fais tout comme eux, et j'aimerais faire ça pendant un an, tu vois. Et voilà, tout ça pour dire que je t'admire beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu fais, et je trouve que tu as beaucoup de chance et ça tiendrait qu'à moi de faire pareil. Mais genre, moi, je rêverais que mes journées tournent autour du sport, quoi, tu vois. Eh ben écoute, merci pour tes mots, ça fait hyper plaisir et il en tient qu'à toi, hein, franchement, dérisque le truc là, t'es pas loin, franchement tu sais Ah, il faire faudrait, et putain, je me suis encore laissé 2 3 ans. Tu vois, je me suis laissé jusqu'à à peine 40 ans, tu vois, j'en ai 36 là. Il faut que dans 3 4 ans, ça soit réglé, là, putain. J'en ai marre de me lever en n'étant pas millionnaire, là. Mais mais encore une c'est fois, être millionnaire mais juste pour faire ce que je veux, quoi, tu vois, le ouais. reste, je m'en fous, quoi. Non mais en plus, enfin tu vois, moi j'admire beaucoup aussi ta prise de risque et le fait que t'en as parlé, tu vois, t'as clôturé une boîte, c'est pas très bien terminé, tu t'es endetté personnellement et tout et franchement big up pour ça parce que moi là-dessus je suis un peu heureux mais tu vois mais puissance 1000 tu vois vraiment j'aurais jamais pu faire ça donc je te souhaite de réussir puis même si on n'est pas complètement dérisqué on peut quand même tenter de se faire kiffer tu vois moi Ouais, ouais, non, mais j'ai pas envie d'arriver dans ma tombe et de me dire putain il y a des trucs que j'aurais bien fait jeune et tout et je les ai pas fait et des fois je me dis clairement je me dis fuck le business c'est pas grave je vais couler une semaine tu vois là il y a pas longtemps j'ai fait le Mathieu avec Mathieu Stéphanie on a fait le GR20 ensemble c'était une période un ah, c'est peu vrai que tu étais charnière avec sur eux, moi ouais. tu vois, c'était une période un peu charnière pour moi. J'avais pas mal de deals, pas mal de trucs en cours et tout. Et c'était juste avant les jeux et tout. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, balance. J'ai envie de le faire. C'est que maintenant où je pourrais faire une semaine de folie avec Mathieu. Disclaimer, il a interviewé Macron pendant, pendant le GR20, donc c'était Ouais, assez je me ouf. rappelle, ouais, il m'a dit. Tu vois, et tu vois, et franchement, ça m'a flingué pendant 2 semaines. Franchement, je dormais 12 heures par jour, j'étais crevé, j'avais le cerveau franchement, j'avais le cerveau tellement au ralenti qu'au bout de 2 semaines, je me suis dit, putain, ça va jamais revenir. C'est un truc de ouf, je vais rester Ah bloqué ouais. comme ça toute ma vie. Et, et franchement, j'ai vraiment eu peur. Et bon, après, c'est revenu en l'espace de 3 4 jours. Après, c'est revenu et ça tournait un peu là. Mais j'étais là, putain, il faut que je trouve un produit dopant. Je vais prendre de la Ritaline ou je sais pas quoi, là, pour essayer de redémarrer. Parce que franchement, j'étais un légume. Mais aucun regret, tu vois, aucun regret parce que c'était une aventure unique. Et donc, tu vois, petit tips si tu veux. Alors peut-être que tu pourras pas te faire un an comme ça de full sport, euh, mais moi j'essaye de me dire tous les 3 mois, faut que je me fasse un kiff sportif qui me fasse un peu me bouger ou qui va me sortir un peu de ma zone de confort. Ça peut être juste essayer un nouveau sport, tu vois, qui me tente et que j'ai pas envie, enfin ou que j'ai pas testé, tu vois, genre tiens saut en parachute, tiens je vais tester du VTT de descente ou tiens je vais piloter un avion, tu vois ou je me fais une compète, tu vois. Et du coup, tous les 3 mois, j'ai un peu un petit truc, un nouveau truc où je peux me marrer et au moins j'ai pas de regrets. C'est écrit dans ma to-do et je dois le faire, quoi. Eh ben, écoute, meilleur hack de productivité de vie. En tout cas, merci beaucoup Bart, merci beaucoup pour ton énergie et toute ta transparence et tout ça. Je pense qu'on refera d'autres contenus ensemble où on essaiera d'aller un peu plus deep dans le sport, dans le business du sport ou quoi. Parce que en vrai, j'aurais 1 million d'autres questions. Mais pour l'instant, du coup, on est le 23 juillet, il est 6h30. Je pense que tout le monde va aller à l'apéro retrouver sa petite famille. Je vais faire les petites mentions légales de fin d'épisode. Évidemment, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. Et évidemment, que je passe un jour peut-être les 3000 abonnés, ça me ferait vraiment très plaisir vu tout le temps, le boulot qu'on y passe. Si vous voulez écouter en audio, bah, pareil, vous pouvez vous abonner, mais surtout mettre 5 étoiles. Hyper important pour moi, pour le référencement, pour exister dans cette jungle qui est le podcast.
Partagez-le en story. Pareil, allez Partagez-le suivre en Bart story sur Instagram. sur LinkedIn. Abonnez-vous également à Extraterrien. Écoutez un premier épisode si vous connaissez pas encore. Prenez votre dose d'inspiration avec des sportifs de haut niveau. Vraiment, moi j'en ai écouté quand même. Je pense que j'en ai écouté au moins 6 ou 7 pour l'instant et ça va. Je vais en écouter plus. Tu vois, je t'avais connu à l'époque grâce à Matt Stéphanie qui m'en avait parlé il y a quelques mois. Et en tout cas, bravo pour tout ça. Mes conclusions sont toujours trop longues. Donc je vais encore une fois remercier les gens pour leur écoute, d'être toujours plus nombreux sur La Chapelle Radio. Je vais te souhaiter une bonne fin de journée, Bart. Et ciao à tous. Bisous. Ciao à tous, merci pour l'invite, c'était excellent. Merci Bart, à toutes.